président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour Niamey pour prendre part à l'investiture du président élu du Niger, Issoufou Mahamadou. Le président de la République Alassane Ouattara regagnera Abidjan en fin de journée. Près de 200 experts agronomes venus d'Afrique et d'Europe ont séjourné à Yamoussoukro pour réfléchir sur la famine qui sévit dans plusieurs pays du continent africain. Et ces experts et chercheurs agronomes veulent que les gouvernants mettent au cœur de leur projet la recherche qui pourrait être l'une des solutions pour une sécurité alimentaire durable. Le 2 avril de chaque année a lieu la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi pour Niamey en vue de prendre part à l'investiture du président élu du Niger, Issoufou Mahamadou. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan en fin de journée. Et ce communiqué du président de la République relatif à cette investiture à son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou, il est libellé comme suit. Monsieur le Président et chers frères, votre réélection à la magistrature suprême du Niger m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance pour un second mandat, le peuple nigérien vient de vous traduire sa parfaite adhésion à votre engagement à conduire votre pays vers un progrès économique et social plus harmonieux. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de plein succès dans l'exercice de votre haute et exaltante mission. Je voudrais enfin vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens étroits de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays. Très haute fraternité et considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Rappelons que le président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, a remporté le second tour de l'élection présidentielle nigérienne qui s'est déroulée le 20 mars dernier, sur fond de menaces djihadistes et de crainte de troubles politiques en l'absence du candidat de l'opposition dont le camp avait appelé au boycott justement de cette élection. Autre sujet, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé hier vendredi une réunion du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement. Elle s'est tenue à la primature. La séance de travail a porté sur l'analyse et le bilan des 3 années de mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement C2D. Les membres français et ivoiriens du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et de développement COS-CDD, ensemble pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du C2D, un instrument essentiel de la coopération ivoiro-française. Le gouvernement ivoirien est sensible à l'importance que vous attachez tous à cet important instrument de développement, qui pour nous est l'émanation d'une plateforme de collaboration franco-ivoirienne réussie. Le premier contrat, C2D, signé le 1er décembre 2012, porte sur un montant de 413,25 milliards de francs CFA sur la période 2014-2015. Ce montant a été porté à 1151,25 milliards de francs CFA avec la signature du deuxième C2D intervenu le 3 décembre 2014 à Paris pour une enveloppe globale de 738 milliards de francs CFA. C'est la mise en œuvre effective de ces deux contrats qui nous réunit ce jour afin de tirer les leçons des 3 années d'exécution et de permettre la réalisation des activités du deuxième CDD dans les meilleures conditions possibles. Au cours de cette rencontre, qui marque la deuxième réunion du comité d'orientation et de suivi du C2D, 2 conventions, une portant sur l'éducation et l'autre sur l'emploi, ont été signées pour la réalisation du deuxième C2D.
Satisfaite du bilan des 3 années du contrat, la France entend mieux faire pour contribuer au bonheur des populations ivoiriennes. Nous finançons par là des projets très utiles aux populations de la Côte d'Ivoire, mais surtout l'enfance, l'éducation, tout ce qui concerne l'éducation des enfants, la formation des jeunes aussi en Côte d'Ivoire. Et je suis très heureux qu'un volet très important de ce que nous avons signé ce matin concerne justement l'éducation des enfants et la formation des adolescents, des futurs adultes, pour leur donner un avenir. Les choses s'améliorent, les choses vont vite et nous allons demain faire encore mieux. La réalisation du 2e contrat de désendettement et de développement est pour les 2 parties un acte important qui vient consolider davantage les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Un reportage de Sidonie Waka Davila. Le ministre du Commerce, Jean Lubion, a reçu une délégation de promoteurs de la Foire internationale de Chine conduite par Yao Deong, directeur général des bureaux des petites et moyennes entreprises de Guangdong. Elle est venue inviter la Côte d'Ivoire à prendre part à la 13e édition de la Foire internationale des PME de la Chine qui se tiendra en octobre prochain dans le Guangdong, la région la plus peuplée de Chine. La Côte d'Ivoire a été l'invité spécial de la 8e édition du Forum sur le développement qui s'est tenu il y a de cela quelques jours à Paris. Porte-parole du pays, Maria Toukone, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, a mis en lumière l'impact du Plan national de développement PND 2016-2020 sur l'amélioration de la vie des Ivoiriens. Sylvie Touré. La Côte d'Ivoire a l'honneur au Forum mondial sur le développement. La 8e édition de cette plateforme d'échange qui se tient à Paris vise à apprécier la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Une occasion pour le pays de présenter sa politique de développement à cette tribune initiée par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, en Côte d'Ivoire, l'application des ODD se veut inclusive. Le président Alassane Ouattara a mis en place plusieurs mécanismes et plusieurs politiques regroupées autour du Plan national de développement. C'est un programme structurant qui prend en compte tous les secteurs d'activité et nous nous attelons au niveau de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre de ces différents objectifs. L'avis de Mario Pezzini, directeur du Centre de développement de l'OCDE, est clair. Des défis restent encore à relever. C'est un grand résultat le fait d'avoir trouvé un accord sur ces indicateurs. Mais la chose très importante, et maintenant on a la direction, il faut la mettre en œuvre. Et le forum entend commencer la discussion de comment réaliser cette mise en œuvre. C'est la chose la plus importante. Les ODD présentés à ce forum s'inscrivent dans le Plan national de développement 2016-2020. Un plan qui entend réduire les inégalités sociales et la pauvreté, lutter contre le chômage des jeunes, mettre en place des filets sociaux au profit des populations, des politiques dites meilleures pour une vie meilleure d'ici à 2020 pour les 34 pays que compte l'OCDE. Sylvie Touré, deuxième grand titre de cette édition. Près de 200 experts agronomes venus d'Afrique et d'Europe ont séjourné à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour réfléchir sur la famine qui sévit dans plusieurs pays du continent africain. Ces experts et chercheurs agronomes veulent que les gouvernants mettent au cœur de leur projet la recherche qui pourrait être l'une des solutions pour une sécurité alimentaire durable. Kwasi Mabadou. Les statistiques sont inquiétantes. Les habitants de 33 pays dans le monde consomment moins de 2200 kcal par jour et près d'1 milliard de personnes souffrent encore de faim. Ces chiffres susceptibles de grimper pour plusieurs raisons: augmentation de la population, du pouvoir d'achat et du phénomène de l'urbanisation. D'où la nécessité pour ces chercheurs et experts agronomes du monde de se pencher sur la question de la sécurité alimentaire. Ils se sont retrouvés à Yamoussoukro, dans la capitale politique, pour apporter leur contribution. C'était à la faveur de la première édition du Congrès international de l'Association ivoirienne des sciences agronomiques, AISA. C'est pour combler un vide, créer un cadre d'échange avec les chercheurs de Côte d'Ivoire, mais aussi d'ailleurs, pour pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres. La sécurité alimentaire est menacée par le phénomène du réchauffement climatique, conviennent les experts. Plusieurs pays du monde réunis récemment à Paris sont tombés d'accord sur un accord ambitieux et contraignant pour sauver l'humanité. Un accord qui doit, à l'échelle locale, être mis en application. D'abord, il faut tenir compte de la situation actuelle, de la COP 21,
qui préconise les phénomènes d'adaptation au changement climatique. Donc les chercheurs ont un rôle assez important à jouer dans ce domaine. Deuxièmement, c'est la mobilisation des fonds qui sont mis à la disposition des pays en voie de développement pour contribuer à ce changement climatique. Au terme de 3 jours de travaux, les congressistes ont arrêté plusieurs résolutions, notamment celle de demander aux États d'augmenter la part du budget alloué à la recherche agronomique. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, a lancé les activités de la Fondation Jeunesse Numérique pour le soutien et l'encadrement des jeunes aux victimes de Grand Bassam. Cette fondation aura pour mission la détection et l'incubation de projets innovants à fort potentiel économique et créateurs d'emplois pour aider les jeunes porteurs de projets à s'insérer dans le tissu socio-économique. Sur ce projet, Bruno Koné a bénéficié du soutien de Sidi Thieboko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Les jeunes porteurs de projets innovants à fort potentiel économique et créateurs d'emplois savent désormais à qui s'adresser. La Fondation Jeunes Numérique pour le soutien à l'innovation et à l'encadrement des jeunes qui vient d'être créée a pour mission de les accompagner. C'est dans le cadre de l'employabilité des jeunes justement que le ministre Bruno Koné a décidé vraiment de mettre en place cette fondation qui va soutenir les jeunes en matière d'innovation, les accompagner pour la formation, les accompagner dans un cadre d'incubation et également dans la recherche de financement. Pour le ministre Bruno Nabagné Koné, l'avenir est numérique. C'est pourquoi il pense qu'il faut préparer les jeunes à rentrer dans cette ère du numérique en les accompagnant par la formation et l'initiation à la création d'emplois. Chers jeunes, innovez, créez, imaginez, organisez, mettez-y toute la rigueur, toute l'ingéniosité dont vous êtes capables. Soyez persévérants et sans doute la réussite sera au bout de vos efforts. Au cours de cette cérémonie, 10 sur les 50 promoteurs retenus et qui constituent la pépinière dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet ont reçu chacun un kit. Durant 2 ans, l'ensemble de la pépinière sera accompagné par l'État de Côte d'Ivoire afin que les différents projets deviennent des entreprises viables ou autonomes. À cette cérémonie, un jeune promoteur a présenté un ordinateur avec un système d'Internet intégré. Donc avec notre ordinateur à connexion Internet intégrée, on réussit à produire un ordinateur à bas coût qui fait que l'utilisateur peut posséder un ordinateur pour juste le prix modique, un ordinateur de haute performance pour le prix modique de 80 000 francs. Partout où vous avez une couverture GSM, vous pouvez avoir accès à Internet. La Fondation Jeunesse Numérique a été mise sur pied par l'ARTCI, l'ANSUT, le VITIB, l'AIGF et les ATIC en collaboration avec Microsoft et l'ONUDI. Et le projet bénéficie d'un fonds de 500 millions de francs CFA. Pour clore cette cérémonie, la délégation du ministre de l'économie numérique et de la Poste a visité le centre d'incubation pour les jeunes porteurs de projets situé au sein du VITIB. Autre activité du ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, était l'invité des rédactions de Fraternité Matin. Il a échangé avec les journalistes sur l'opportunité pour la Côte d'Ivoire de basculer de l'économie traditionnelle vers l'économie numérique pour l'atteinte de l'émergence en 2020. Témoin pour RTI1, Justine Saïdjike. Pour le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, l'économie numérique se présente comme l'épine dorsale du développement de la Côte d'Ivoire. Pour l'atteinte de l'émergence en 2020, il faut donc le basculement de l'économie traditionnelle à l'économie numérique. L'idée ici, c'était surtout d'insister sur les possibilités nouvelles qui sont offertes par cette technologie-là. Les possibilités de création d'emplois, les possibilités de création de richesses, les possibilités de vendre à l'extérieur, donc un effacement des frontières en quelque sorte, les possibilités d'apprendre avec toutes les solutions modernes aujourd'hui qu'il y a, le téléenseignement, mais également les MOOC, les Massive Open Online Courses, les possibilités de se soigner à distance et nous sommes surtout en Côte d'Ivoire en train de créer les conditions pour permettre que tout cela soit. Pour y arriver, le gouvernement ivoirien a mis en place un cadre législatif et réglementaire en 2013, donnant plus de poids aux régulateurs.
la RTCI. L'accessibilité aux technologies de l'information et de la communication est facilitée avec la réduction des taxes de 32% à 5% sur la vente des outils informatiques. Les infrastructures suivent aussi avec le projet de construction de 5000 cybercentres dans des localités rurales et la connexion de tous les chefs-lieux des départements au réseau Internet. Pour la relance de l'activité postale, le ministre Bruno Nabagné-Koné annonce des services tels que le courrier express, le courrier hybride, le commerce électronique, de nouvelles activités qui seront l'apanage de la Poste de Côte d'Ivoire. Cette rencontre du ministre de l'économie numérique et de la Poste avec les journalistes a permis de cerner l'intérêt pour la Côte d'Ivoire de faire de l'économie numérique, qui représente 8% du PIB, sa priorité. Justine Sey-Djiké, 67 mutualistes du Fonds de prévoyance de la police nationale à la retraite ont maintenant de quoi penser à leur vieux jour. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA vient de leur être distribuée. Ces 67 mutualistes en fin de contrat à la retraite constituent la première vague du processus de remboursement des cotisations entamées par le fonds. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu hier vendredi à Marcory, dans les locaux du Fonds de prévoyance de la police nationale. Ben Touré, Michel Digré pour RTI 1. C'est en 1986 que Jean-Marie fait son entrée à la police nationale. Pour assurer ses vieux jours, il souscrit en octobre 2003 au Fonds de prévoyance de la police nationale. Un an après son départ à la retraite, Jean-Marie n'était toujours pas rentré en possession de son épargne. Mais ce vendredi, ce retard vient d'être corrigé. Il a reçu un chèque de 4 millions de francs CFA. C'est compte tenu des petites difficultés que le fonds a peut-être connues, c'est ce qui a fait le retard. Mais on a été patient. Dans la douleur quand même, on a reçu notre argent. Au total, ce sont 67 mutualistes qui ont perçu 300 millions de francs CFA du Fonds de prévoyance de la police nationale. Arrivé à la retraite, j'en ai besoin. Et c'est bien que, après quelque temps, le fonds aujourd'hui nous a reversé cette somme d'argent. Certains adhérents attendent encore de percevoir leur chèque. Le directeur général du fonds rassure, tous les souscripteurs seront payés dans un délai de 2 mois. Nous avons environ 400 policiers que nous sommes en train de payer. Aujourd'hui, c'est une liste de 67 personnes. Mais ça va aller au fur et à mesure. Et ils seront tous payés. Ça nous donne environ 2 milliards 370 millions que nous devons payer. La santé des mutualistes, un autre challenge que tentera de relever le fonds. Une polyclinique dotée de 3 blocs opératoires est en chantier. Il sera équipé à hauteur de 3 milliards de francs CFA. De quoi rétablir la confiance entre le Fonds de prévoyance de la police nationale et ses adhérents. Degré. Tout à fait autre chose. Il y avait une ambiance de fête à Nkramasobo, village situé à 3 km de Mbato. La raison, la localité a un nouveau chef. Son nom, il s'appelle Toku Gossi Jean. Il a reçu son arrêté de l'autorité préfectorale en présence des élus, cadres et populations. Et c'était en présence de Victorien Angwa. Monsieur Toku Aossi Jean, je vous remets ce jour l'arrêté vous nommant en qualité de chef de village de Nkramasobo. Paix et cohésion en Nkramasobo, village situé à 3 km du chef-lieu de département Mbato. Toku Aossi Jean assure la destinée du village, mettant fin aux divergences entre sa famille, les Makanou, et les 2 autres qui peuplent Nkramasobo. Ex-banquier à la retraite, le nouveau chef bénéficie de la confiance des populations, à en juger par leur participation à la cérémonie, souligne le président de la mutuelle de développement de Nkramasobo, le colonel Ngorandje. Mobilisation saluée par le maire de Mbato et à Eba Kamena de marquer sa satisfaction parce que les populations montrent ainsi leur intérêt pour la tradition et leur adhésion au savoir-faire du chef. Conduire les hommes nécessite des qualités et de la sagesse. Dieu peut tout te donner, mais le plus important quand Dieu te donne l'intelligence, il t'a tout donné, il faut savoir l'exploiter. Toku Aossi Jean a désormais les coups de franche pour agir. Cela conformément à la loi portant statut des rois et chefs traditionnels et au décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre des rois
et chefs traditionnels. Toujours en province, revenons sur la fête de Pâques en pays baoulé ou Pakino, qui est toujours marqué par un événement majeur. C'était le cas de Nzabonou, un village de la commune de Kokumbo, où Pakino 2016 a apporté de l'électricité à travers le système de l'énergie solaire. Chantal Oumakandan. Le foyer des jeunes du village de Nzabonou est éclairé pour la première fois par des ampoules électriques avec le système d'énergie solaire. D'autres maisons du village vont également bénéficier de ce système d'éclairage. C'est un don du député de Toumodi sous-préfecture, René Brou. Ce système solaire de 100 watts dont bénéficie le village de Nzabonou est composé de tous les accessoires. Des ampoules de 12 volts, une batterie de 72 watts pouvant alimenter 85 ampoules. Ce don est salué par les populations avec à leur tête le chef du village Paul Ongué-Sankono. Nzabonou est situé à 8 km de la ville de Kokumbo. Cette localité compte environ 600 habitants, tous planteurs de café et de cacao. Le village est alimenté en eau potable par une pompe hydraulique. Une école primaire publique y est en construction. Elle va accueillir les enfants du village et ceux de 12 autres villages et campements environnants. L'ouvrage est financé par le programme d'appui à l'éducation de base. Le village de Nzabonou amorce son extension avec un nouveau quartier qui voit sortir de terre ses premières maisons. Le retour des congés aux vacances scolaires est souvent l'occasion pour la communauté éducative de déplorer des grossesses d'élèves. Pour les vacances de Pâques 2016, le ministère de l'Éducation nationale a pris des dispositions spéciales pour minimiser les risques de grossesse et amener les élèves à reprendre sereinement le chemin de l'école. Voyons ces dispositions avec Abou Sanogo. C'est par des supports audiovisuels, des conférences et causeries débats autour du thème « Oui à des vacances de Pâques sans grossesse précoce » que des agents de la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire, DEMOS, ont mobilisé et sensibilisé les élèves dans des localités dites à risque telles que les lycées et collèges de Cocody, de Koumassi, Grand Lao, Saint-Fra, Arzopé et Boaké. Pour le DEMOS, Ouattara Joséphine Yéné, la situation des grossesses de jeunes filles en milieu scolaire reste préoccupante. Et il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale d'informer et de sensibiliser davantage pour obtenir des élèves filles et de leurs prédateurs le changement de comportement qu'il faut désormais adopter pour des retours de vacances scolaires sans grossesse. Dans toutes les localités visitées, des conseils, des directives et les dispositions répressives prises par le ministre de l'Éducation nationale Kandia Kamara ont été communiqués aux élèves. Les élèves ont pour leur part exprimé quelques doléances à transmettre au ministre de l'Éducation nationale, entre autres la réouverture des internats de filles et des cantines scolaires. Les élèves et leurs parents ont surtout salué les sanctions et punitions exemplaires, désormais prévues contre les auteurs de harcèlement et d'agressions sexuelles. Les émissaires de la DEMOS ont été impressionnés par l'intérêt et la mobilisation des filles contre les grossesses à l'école. Et il faut dire qu'avec les campagnes de sensibilisation de proximité entreprises de manière récurrente par la DEMOS, le taux de grossesse à l'école est passé à une baisse concurrentielle de 25%. Abou Sanogo, nous vous le disions dans nos titres, le 2 avril de chaque année a lieu la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Elle vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. L'autisme est une réalité présentée dans la mesure où ce type de handicap touche une personne sur 150 dans le monde. C'est tous les jours le même rituel. Handicapé à 80%, Raphaël prend son taxi spécialisé pour l'emmener et le ramener de l'école. À son arrivée chez lui, autre rituel, fermer systématiquement toutes les portes. Ne crie pas, Raphaël, ne crie pas. Crier, Raphaël le fait encore régulièrement. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, le petit garçon va bientôt fêter ses 10 ans. Et ces dernières années, il a fait des progrès considérables. À chaque fois qu'il rentre de l'école où il suit un cursus en classe spécialisée, Raphaël aime montrer les petits smileys décernés par sa maîtresse. Beaucoup de progrès observés aujourd'hui.
Là, tu avais eu des méga bons points là. La notion de récompense est au centre de la méthode que suit Raphaël depuis plus de 5 ans. Appelée ABA ou analyse appliquée du comportement, cette méthode née dans les années 60 n'a été que récemment diffusée en France. Elle s'appuie sur un principe simple, chaque action correcte de l'enfant est récompensée par quelque chose de plaisant pour lui. Raphaël, tu chantes ABCD ? C'est bien. Un petit raisin ? Tiens. Ce qui a changé, c'est son autonomie, déjà à devenir propre, à manger seul, à s'intéresser à un jeu, à quelque chose d'autre qu'une simple roue de voiture, une roue de poussette. Julie Tuile est une pionnière de la méthode ABA en France. Déjà 20 ans que cette orthophoniste anglaise l'applique à ses petits patients, malgré les résistances d'un milieu médical plus favorable à la psychanalyse qu'aux méthodes comportementalistes. Mais depuis quelques années, le vent semble avoir tourné. Nous-mêmes, nous avons nos récompenses. Après 1h30 de travail, on aime bien aller boire un petit café, ou aller voir les collègues, discuter avec eux, aller prendre l'air. Pour les gens qui fument, fumer une cigarette. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'approche ABA n'est pas quelque chose qui a été créé pour des enfants diagnostiqués autistes. C'est une façon de vivre. Depuis 2012, cette approche est recommandée par la Haute Autorité de Santé en France. Mais elle reste encore à la charge des familles, autour de 3 000 € par mois pour un programme intensif. De quoi priver de nombreux enfants autistes d'une chance supplémentaire de marcher vers une forme d'autonomie. Nous allons terminer avec cette information au Gabon. 9 députés frondeurs du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir, ont démissionné hier vendredi dans un contexte de dissension au sein de la majorité à l'approche de la présidentielle du second semestre de 2016. Cette décision fait suite à l'exclusion arbitraire du parti mardi de 3 députés en violation des procédures disciplinaires prévues par le règlement de l'Assemblée nationale selon les démissionnaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.